Merci d'être fidèle à TV78. Bienvenue pour un nouveau 7-8 politique. Voici les titres. Fin de trimestre pour Philippe Bennassaya, élu après la démission de Nadia Hay dans la 11e circonscription. Le nouveau député fait le bilan de ses 3 premiers mois dans l'hémicycle. Rencontre au Palais Bourbon. Lui aussi est yvelinois, mais il siège au Sénat en tant que président. Gérard Larcher nous a reçus dans sa permanence de Rambouillet. Nous avons évoqué avec lui la loi de sécurité globale et son article 24, mais aussi la crise économique et les prochaines régionales de 2021. Et puis le MoDem des Yvelines a un nouveau président, Jean-Baptiste Amonic, récemment élu maire de Villepreux. Il était jusqu'à présent le porte-parole aussi du mouvement. Nous verrons ses priorités pour ce nouveau mandat. Avant de retrouver Jean-Baptiste Amonic, le nouveau président du MoDem, nous partons pour l'Assemblée nationale. Comment le nouveau député des Yvelines, Philippe Bennassaya, s'acclimate à ses nouvelles fonctions. Lui qui a dû quitter son poste de maire de Bois d'Arcy en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Nicolas Dandry est allé à sa rencontre. Il a effectué ses premiers pas à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Philippe Bennassaya, nouveau député de la 11e circonscription des Yvelines, a pris le rythme de l'activité parlementaire. Une journée type, c'est à la fois des rencontres, des rendez-vous, du travail, beaucoup d'études, du travail de commission sur toutes les thématiques sur lesquelles je suis engagé. Donc ce sont des journées chargées en général le mardi, le mercredi et le jeudi. Premier point au programme de sa matinée, une question orale, une séance particulière dans l'hémicycle avec une question individuelle et directe du parlementaire aux membres du gouvernement. Le député yvelinois va solliciter la ministre déléguée au logement auprès de la ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, j'attire votre attention sur les difficultés que rencontre le personnel pénitentiaire pour se loger, notamment dans le logement social. Plus généralement, les modalités d'application de la loi SRU pose de grosses difficultés aux communes. Ce sujet, Philippe Bennassaya le connaît à travers la maison d'arrêt présente à Bois d'Arcy. Ancien maire de cette commune, cette fonction d'élu local lui permet d'agir aussi dans sa nouvelle activité de législateur. Une expérience remarquée par ses collègues du groupe Les Républicains. On a l'impression que Philippe Bennassaya a toujours été à l'Assemblée nationale, tellement il connaît ses sujets, il maîtrise ses dossiers et surtout c'est un homme de terrain enraciné, ancré, qui défend des valeurs d'autorité mais aussi de solidarité. On sent qu'il a une expérience d'élu local comme j'ai pu l'être moi-même et le fait d'avoir été maire de Bois d'Arcy lui donne évidemment une familiarité avec beaucoup de sujets. Après la réunion du groupe parlementaire, l'élu yvelinois rejoint son bureau. Membre de la commission des finances, engagé sur les sujets de sécurité, Philippe Bennassaya a déjà travaillé sur plusieurs textes de loi, notamment à travers des amendements. J'ai fait un amendement sur la police, sur les CSU, les centres de supervision urbains. Je prends un exemple dans ma circonscription, pour être toujours très concret. Le Mesnil de Saint-Denis est dans une petite communauté de communes. Ça permettrait au Mesnil de Saint-Denis de pouvoir se rattacher à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin pour bénéficier des CSU. Le lien avec sa circonscription, le député Les Républicains le conserve avec son rôle d'élu départemental. Face à la loi du non-cumul des mandats, il a été contraint de démissionner de sa fonction de maire. Ça a été un vrai crève-cœur. Très honnêtement, j'ai mis un peu de temps à passer du rôle de maire à député. Donc la transition n'a pas été évidente. Puis maintenant, ça va, puisque je garde toujours, bien sûr, un œil sur Bois d'Arcy et sur l'ensemble des villes de la circonscription. Pour conserver son ancrage local, Philippe Bennassaya sera candidat pour un nouveau mandat de conseiller départemental pour le scrutin de juin 2021. Bruno Millienne vient donc de passer la main. Le président du MoDem est donc aujourd'hui remplacé par Jean-Baptiste Amonic. Voici quelques semaines, les militants l'ont désigné à la tête de la formation dans le département. Bonjour Jean-Baptiste Amonic. Bonjour Wilfried. Et merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes aussi depuis cette année le nouveau maire de Villepreux, de multiples responsabilités. Avant d'évoquer votre formation, déjà peut-être un mot sur vous, sur votre regard, votre choix, vos actions à venir. Vous êtes dans quel état d'esprit? Le renouveau, la continuité? Pour ce qui est du MoDem 78, et d'ailleurs je remercie l'ensemble des adhérents et électeurs de m'avoir apporté leur confiance pour les 3 prochaines années. J'en profite également pour saluer Bruno Millienne et l'action qui a été la sienne à la tête de notre mouvement départemental pendant plus de 7 ans. Il y a évidemment une forme de continuité. Il faut voir de là où on partait, c'est-à-dire que le MoDem départemental dans les Yvelines était un mouvement qui, depuis les différentes péripéties électorales et notamment les dernières présidentielles, a eu un petit peu de mal à redémarrer après les bons scores que François Bayrou avait pu réaliser notamment en 2007 et en 2012, mais qui nous n'avait pas
nous n'ont pas permis, si vous voulez, d'avoir un ancrage réel sur le territoire. Donc c'est vrai que depuis 2015, les choses vont un petit peu mieux pour nous. On a réussi à trouver nos marques, on a réussi à élargir, agrandir la famille en rassemblant plus largement. Donc les priorités, elles sont simples. Aujourd'hui, et fort de nos résultats électoraux des dernières municipales, nous souhaitons poursuivre cet ancrage territorial, poursuivre ce maillage local, en travaillant davantage avec nos élus locaux, en travaillant davantage aussi sur les sujets du territoire, du département, du terrain. Évidemment, nous contribuerons à la politique nationale, ça c'est l'avis d'un mouvement politique, mais je crois qu'il est aussi attendu de nous et des adhérents que nous nous recentrions sur l'essentiel et sur les sujets qui intéressent les Yvelinois et nos compatriotes. Vous avez évoqué François Bayrou, il vient aussi justement d'être reconduit à la tête du MoDem national. C'est l'homme de la situation ? C'est l'homme du MoDem, comme en son temps, et on a rendu hommage cette semaine au président Valéry Giscard d'Estaing, comme l'UDF ne s'entendait pas sans Valéry Giscard d'Estaing, le mouvement démocrate et François Bayrou sont évidemment deux choses liées. Donc évidemment, nous, on lui fait confiance à François Bayrou, et d'ailleurs, les responsabilités qu'il occupe aujourd'hui en tant que haut commissaire au plan sont importantes aussi pour la France et pour notre famille politique. Nous sommes toujours sur le travail de fond, sur la prospective, sur réfléchir à ce monde de demain dont on entend parler aujourd'hui matin, midi et soir, mais qu'il faut maintenant construire. Il faut se poser les bonnes questions, notamment en cette période de crise et dans l'après-crise. Et c'est vrai que François Bayrou est un homme politique, en tout cas un homme d'État, qui a cette vision de l'avenir, mais toujours les pieds ancrés dans le terrain, avec cette notion de territoire, cette notion aussi de connaître et de savoir appréhender le quotidien de nos concitoyens, de nos compatriotes, ce qui est aussi une marque de fabrique, je crois, au mouvement démocrate. François Bayrou qui est proche du président Macron, République En Marche. Pour autant, quelquefois les alliances au niveau départemental ou régional peuvent se faire aussi avec les Républicains. Cette fois-ci, est-ce que vous n'avez pas peur aussi que le MoDem continue un petit peu de brouiller les cartes, n'ayant pas de positionnement clair ou d'alliance claire avec une formation ou une autre ? Le positionnement du mouvement démocrate aujourd'hui, il est clair, c'est-à-dire qu'au niveau national, nous sommes soutien plein et entier de l'action menée par le président de la République et du gouvernement. Nous avons d'ailleurs des ministres MoDem au gouvernement et je les salue pour leur action. C'est un partenariat fort. Le mouvement démocrate est un parti de gouvernement. Nous avons un groupe à l'Assemblée nationale qui d'ailleurs ne cesse de s'élargir justement en permettant d'élargir la majorité présidentielle. Donc nous sommes partie prenante et acteurs de la majorité présidentielle et de la politique de réforme qui est menée. Après, moi j'appelle surtout au niveau local à ne pas mélanger les élections. C'est-à-dire qu'une élection départementale, une élection régionale, c'est avant tout une élection départementale et une élection régionale. Donc la façon dont nous souhaitons aborder ces scrutins au mouvement démocrate, et notamment au mouvement démocrate des Yvelines, c'est d'abord en parlant du fond. Il faut, et nous allons le faire, ça c'est un des premiers chantiers que j'engagerai avec les militants et les adhérents qui sont membres de notre conseil départemental yvelinois, c'est un travail de fond, réaliser un projet, construire un projet local, à la fois pour les départementales et pour les régionales, et après se posera la question de comment nous le portons, comment nous faisons valoir nos idées et nos convictions dans ces scrutins. Mais attention, l'élection présidentielle, c'est l'élection présidentielle, l'élection régionale et l'élection départementale, que nous travaillons avec nos partenaires de la majorité, ne doivent pas être des scrutins qui doivent être confondus, car ils n'ont évidemment pas le même objet. Au niveau départemental, pour en finir avec c'est la question électorale et purement de la politique politicienne, au sens où il faut mener aussi ces combats-là, sur les départementales, des candidats étiquetés MoDem, ce qui se présente, ce n'est pas exclu, c'est possible. Rien n'est à exclure à ce jour. Aujourd'hui, je parlais de maillage local tout à l'heure, nous avons une représentation nationale du MoDem qui est claire. Nous avons aujourd'hui des élus à la région. L'échelon départemental, l'échelon du conseil départemental est un échelon pour lequel aujourd'hui nous n'avons pas de représentants, nous n'avons pas de représentation. Et donc pour un parti de gouvernement comme l'est le MoDem aujourd'hui, ce n'est évidemment pas quelque chose qui a vocation à rester ainsi, à rester de la sorte. Nous avons, je le disais, des idées à porter, des projets aussi pour notre territoire. Donc là, nous allons faire entendre notre voix, et si cela doit passer par des candidatures MoDem, soit avec nos partenaires, soit en toute indépendance, nous serons prêts à le faire. Mais encore une fois, et surtout avec le report dont on nous annonce de ces élections, l'urgence, en tout cas la priorité, doit avant tout être à la réalisation d'un projet de territoire.
et se posera ensuite la question, j'allais dire, de la façon dont nous nous présenterons à ces élections. Donc sur le projet en lui-même, même si bien évidemment on n'est pas encore en campagne électorale, néanmoins il y a des idées à défendre. Quels sont les sujets les plus importants sur le territoire que vous souhaitez mettre en avant au nom du MoDem justement ? Incontestablement, aujourd'hui, il y a deux sujets, il y en a plusieurs, mais il y a vraiment deux sujets qui émergent, c'est celui de la santé et celui de la sécurité, qui ne sont pas toujours d'ailleurs la compétence même des collectivités et des échelles de niveau de collectivité pour lesquelles il y a des scrutins qui arrivent. Mais on sait que la santé, dans cette période de crise sanitaire, est un sujet de préoccupation de l'ensemble de nos quotidiens. Je voyais encore aujourd'hui qu'un Français sur 7 vit dans un dessert médical, donc il va évidemment falloir s'atteler à cette question activement. La sécurité, et il y a des lois qui sont actuellement débattues à l'Assemblée nationale, est un sujet de préoccupation. Évidemment, je ne vous renvoie pas aux tristes événements et attentats terroristes que nous avons vécus dans le département. Mais il y a aussi des sujets, même si on en entend un petit peu moins parler aujourd'hui dans le contexte de crise, qui sont la relance économique et surtout la relance écologique, la transition écologique. Ce sont aussi deux sujets sur lesquels nous voulons avancer, et on sera attentif parce qu'on sait qu'il y a certains projets, notamment au niveau du département, qui pourraient peut-être être revus, corrigés, ou en tout cas où les choses pourraient peut-être être un petit peu approfondies pour répondre à ces impératifs. Vous êtes également élu maire de Villepreux depuis cette année. Quelles sont là aussi peut-être les inquiétudes que vous pouvez avoir aujourd'hui en tant qu'élu de commune, élu local ? Alors, j'ai plus qu'une inquiétude, des interrogations sur comment collectivités, communes aujourd'hui, dans la période post-crise, nous allons réussir à trouver les moyens, les financements qui nous permettront de garantir une qualité de service à nos administrés, à nos concitoyens. Je ne reviens pas évidemment sur la suppression de la taxe d'habitation, qui sera compensée certes, mais qui va quand même soulever quelques questions. Donc il y a encore des sujets comme cela où on est un petit peu interrogatif. Et puis sur les grands sujets que j'évoquais, qui seront des sujets qui seront à l'agenda des prochaines élections, là aussi on a besoin du soutien de l'État. On n'attend pas tout de l'État, et tout ne passe pas par de la subvention, par de l'argent redistribué aux communes, loin de là. Mais on a besoin de se sentir soutenu, surtout dans la période qui approche. Et c'est vrai que parfois, même si l'ensemble des maires, l'ensemble des élus locaux sont toujours très volontaires, on trouve toujours finalement des solutions, on a parfois des lourdeurs administratives et des compétences qui ne sont pas, en tout cas les nôtres, donc on ne peut pas intervenir sur certains sujets. Je prends un petit exemple sur le soutien à la vie économique en cette période compliquée pour nos commerçants, pour nos restaurateurs. Il y a vraiment un paquet de choses qu'une commune aujourd'hui ne peut pas faire parce que ce n'est pas dans son domaine de compétences. Donc on essaye de trouver d'autres solutions. Mais là encore, je pense que la loi, en tout cas sur certaines thématiques, pourrait être amenée à évoluer. En tout cas, ce sont des souhaits que nous formulons avec l'ensemble des collègues maires du département et de la région. Donc ça veut dire que le MoDem soutient le gouvernement, mais néanmoins garde un œil critique malgré tout, parce que vous parlez de la taxe d'habitation, c'est un choix du gouvernement du président Macron. Un œil critique. Alors attention, que ne prenez pas mes propos, c'est-à-dire que la taxe d'habitation pour nos concitoyens, pour ceux qui l'a payé, cette suppression, c'est évidemment une mesure de justice fiscale. Ça, c'est incontestable. Moi, vous me posez la question en tant que maire de Villepreux. C'est vrai que ce n'est pas sans soulever quelques questions et quelques interrogations pour nous, maires, et pour les communes. Pour répondre à votre question, ça a toujours été notre philosophie, c'est-à-dire que nous sommes un partenaire loyal de la majorité présidentielle en tout cas nous sommes dans la majorité présidentielle, donc un partenaire loyal des différents partis et mouvements politiques qui la composent, ce qui n'empêche pas d'être exigeant et d'être parfois un aiguillon et même un lanceur d'alerte sur certains sujets où nous identifions qu'il peut y avoir des blocages ou alors que d'autres choses pourraient être proposées ou corrigées ou que la méthode n'est pas forcément la bonne. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux et donc nouveau président du MoDem départemental. Merci à vous. Merci à vous. À suivre à présent un long entretien accordé par le président du Sénat Gérard Larcher et nous a reçus dans sa permanence à Rambouillet. Regardez.
Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre permanence de Rambouillet. Oui. Je rappelle que vous êtes le président Les Républicains du Sénat, sénateur des Yvelines. Alors on l'a appris la semaine dernière, la disparition du 3e président élu de la 5e République, Valéry Giscard d'Estaing. Une image, un souvenir que vous gardez de cet homme politique? Un souvenir récent puisque je lui rendais visite régulièrement. Et notre dernière rencontre, c'était en 2019. Nous sommes téléphonés depuis une fois. Elle portait sur la Constitution, le projet de révision constitutionnelle qui avait échoué d'Emmanuel Macron. Et c'était aussi son attachement au Parlement. Je n'oublie pas que c'est à Valéry Giscard d'Estaing qu'on doit la capacité de saisir le Conseil constitutionnel pour 60 députés ou 60 sénateurs, ce qui est un droit formidable, notamment pour l'opposition. Et puis, c'est lui qui a mis en place les questions au gouvernement. Comme je l'ai dit au Sénat la semaine dernière, pas peut-être pour la plus grande joie des ministres, mais c'est en fait quelqu'un qui a aussi renforcé le Parlement. Et tout le monde connaît Valéry Giscard d'Estaing, l'Européen, l'homme qui a fait évoluer notre société sur la condition des femmes, sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est un homme qui a été profondément moderne. Alors justement, vous parlez du recours devant la Cour constitutionnelle. Ce texte pourrait faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. C'est la proposition de loi de sécurité globale. Le texte a été transmis au Sénat le 24 novembre dernier. Les sénateurs souhaitent réécrire en partie ce texte. On parle beaucoup de l'article 24 sur la diffusion des images des forces de l'ordre, mais il y a aussi des propositions sur les policiers municipaux, sur la formation dans les métiers de sécurité. Quelle est votre position par rapport à ce texte et qu'est-ce que vous souhaitez pour renforcer la sécurité des Yvelinois notamment? C'est une proposition de loi de 65 articles et elle traite aussi bien, comme vous l'avez dit, de la police municipale, mais ce qu'on appelle le continuum de sécurité, parce que, on le voit bien face à la montée des violences, la réponse de la sécurité est essentielle dans un état de droit. Pour les Yvelinois, on le voit dans les parfaites coopérations entre les polices municipales, la police nationale et la gendarmerie. Améliorer encore ces relations, le fonctionnement, c'est tout simplement l'intérêt des citoyens. Ce texte prévoit aussi l'articulation avec la sécurité privée. Et puis il y a aussi d'autres aspects dans ce texte qui peuvent interroger. Nous devons assurer aussi la protection des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers. Cette protection-là, elle nécessite qu'il ne puisse pas être fait pression sur eux. Et je dois dire que en 15 ans, les agressions vis-à-vis des policiers ont augmenté de 80%. Vis-à-vis des sapeurs-pompiers, en 10 ans, de plus de 200%. Il y a eu un rapport au Sénat en 2019 sur ce sujet. Donc il y a de vraies interrogations, de vraies attentes. Le Sénat, nous l'avons rappelé un peu sèchement, il n'est pas là pour ajuster des textes, il est là pour examiner, dans le cadre du bicamérisme, un texte qui là nous vient de l'Assemblée nationale, que nous allons examiner en commission d'abord des lois, puis en séance plénière, et le texte qui sortira des travaux du Sénat, il fera l'objet du dialogue avec l'Assemblée nationale. On s'est un peu énervé, vous savez, au début de la semaine dernière, du côté du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ce qui m'a obligé, mardi de la semaine dernière, à rappeler tout le monde, tout simplement, à la lecture de la Constitution, qui porte le même numéro. Article 24, le Parlement vote la loi. Alors un tout autre sujet d'actualité, c'est la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Les très petites et moyennes entreprises ont été très impactées, alors tout dépend aussi du secteur d'activité. Quelle est la situation dans le département des Yvelines, notamment dans les centres-villes, dans les zones d'activité? D'abord, cette crise sanitaire m'amène à penser aux malades, aux familles en deuil, à l'engagement des soignants, qu'ils soient à l'hôpital, en ville, à ceux qui contribuent au quotidien à l'accompagnement de nos aînés. Je crois qu'on ne doit pas l'oublier. Mais naturellement, il y a aussi la dimension de crise économique, de crise sociale. Et je suis frappé dans cette permanence par le nombre de jeunes
à la recherche d'un stage, à la recherche d'un petit boulot, à la recherche d'une alternance. On a donc des vrais sujets à résoudre, qui sont des sujets du quotidien. On me disait ici, pour celles qui assurent l'accueil permanent, qu'en 3 mois, il nous a été demandé plus d'intervention pour trouver ce stage, cette alternance qu'en 1 année. C'est dire que c'est une vraie préoccupation. Alors, les entreprises dans le département, plus de 23 000 déjà ont fait appel au fonds d'indemnisation. Il y a eu 35 000 demandes d'activité partielle. Ma préoccupation va bien sûr à toutes ces entreprises, à l'emploi et parfois aux conséquences de cette crise qui conduira, je le crains, vers les pertes d'emploi. Mais il y a aussi l'immédiateté que nous vivons en ces temps de Noël, de cœur de ville, de cœur de village, où les commerces dits non essentiels, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ont été fermés longuement, dans une décision qu'il aurait mieux fallu traiter localement. C'est ce que le Sénat avait dit à l'unanimité. Aujourd'hui, il faut les accompagner, les soutenir et se dire que la place de Noël, c'est d'abord au cœur de votre ville, au cœur de votre village. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, me semble-t-il, pour qu'on fasse Noël et que Noël soit l'occasion, en quelque sorte, d'apporter un peu de baume dans les interrogations, les angoisses. Je note que beaucoup de commerçants et d'artisans, je le disais il y a peu avec le préfet, et nous échangions, vivent vraiment des temps très très difficiles. Pour certains, difficultés de l'immédiat vis-à-vis des loyers, des stocks énormes qui sont là présents. Il va falloir les accompagner au-delà, je l'espère, du processus de sortie progressive du confinement. D'abord, nous voterons la semaine prochaine et sur le rapport de Jean-Louis Debré, je crois que nous allons dégager un accord pour que les élections départementales et régionales se tiennent au mois de juin, qu'elles se tiennent dans un cadre qui devra être adapté. Campagne, donc durée de campagne, compte de campagne, parce que la démocratie, c'est tout ça. C'est le temps de la campagne électorale, c'est aussi le contrôle de cette campagne, notamment sur les moyens financiers, parce qu'une démocratie, c'est quelque chose qui est équilibré entre les différents candidats, et mode, j'allais dire, d'expression du vote. La procuration, confirmer ce qui avait été fait d'une manière peut-être encore plus large au moment de l'élection municipale du printemps. Question des salles. Nous aurons en effet une élection synchrone départementale et régionale. Vous êtes pour d'ailleurs que ça se tienne le même jour ? C'est un vote qui a déjà eu lieu et il faut le confirmer. Vous savez, on ne change pas les règles du jeu tout le temps. Je crois qu'en démocratie, c'est aussi des règles du jeu claires, connues à l'avance, et dans lesquelles on n'évolue pas au gré, j'allais dire, des humeurs ou des calculs politiques. Et il y a des endroits où c'est difficile de faire tenir dans une pièce comme celle-ci, parce qu'il y a des mairies de cette taille-là, 2 scrutins. Donc, réflexion autour des conditions d'organisation des bureaux de vote. Et puis, bien sûr, faut-il ou non voter par correspondance ? La semaine prochaine, la commission des lois du Sénat rendra son rapport et son avis sur toutes ces questions soulevées par le scrutin, et notamment la question du vote par correspondance, avec, j'allais dire, 2 exigences. Il faut que ce soit un vote sincère, il faut qu'il soit fiable, et il faut techniquement, à cause du 2e tour, qu'il soit réalisable, parce que régional, ça veut dire le mardi soir en cas de fusion de liste. Est-ce qu'on est capable d'éditer la profession de foi de la nouvelle liste, de l'adresser à l'électeur et que l'électeur ait le temps de voter ? Voilà des sujets, sincérité du scrutin, mais aussi fiabilité de la méthode. Votre regard sur les enjeux de ces 2 scrutins, alors au niveau région Île-de-France et département des Yvelines. Au niveau du département des Yvelines, je pense que si je disais conforter la majorité départementale, elle ne peut pas être plus confortée qu'elle n'est, puisque tous les cantons, j'allais dire, sont représentés par des conseillers départementaux qui appartiennent avec une diversité politique certaine, mais à la majorité
départementale. Ça doit être l'occasion aussi, dans un certain nombre de cas, de renouvellement de candidats. Il y a un certain nombre de candidats qui ont dit qu'ils ne se représenteraient pas. Et l'enjeu, c'est la place et le rôle du département. Et je dois dire que dans ces temps où, par exemple, en Vallée de Seine, les questions économiques et sociales restent extrêmement fortes. Vous voyez bien que l'industrie automobile, mais aussi d'autres activités industrielles connaissent des difficultés. En ces temps où il nous faut conforter des politiques sociales, nous avons besoin d'un département actif, présent. Naturellement, l'élection régionale est une élection essentielle. Beaucoup a été fait, je dois le dire, sous la présidence de Valérie Pécresse. Je pense au quotidien, même s'il reste encore beaucoup à faire, sur les transports. Je pense à la question environnementale, à la question économique. Mais aussi, on l'a vu dans la crise, sans les maires, sans le conseil départemental, sans le conseil régional, je ne suis pas bien certain, je porte un masque à cet instant, qu'on ait pu sortir de la première crise de la même manière. Ils ont démontré, au fond, qu'ils étaient au service des citoyens et du quotidien en proximité. Car le sujet de la proximité, c'est un sujet essentiel dans notre démocratie. C'est ainsi que nous refermons ce 7-8 politique. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt.